Cette vidéo, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est une réponse aux questions. Alors qu'est-ce que c'est une vidéo réponse aux questions? C'est une vidéo dans laquelle je prends en fait les questions qui m'ont été posées en commentaire ou en message privé sur Discord, auxquelles j'ai déjà répondu par écrit. Mais ici, je vais en plus y répondre en vidéo. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des réponses qui ne sont pas assez complexes pour faire l'objet d'un tutoriel. Et si j'y réponds que par écrit, il n'y a que les personnes qui vont aller lire les commentaires, donc la personne qui a posé la question et quelques personnes qui lisent les commentaires, qui seront au courant. La plupart des gens qui vont regarder que les vidéos n'auront pas les réponses à ces questions et vont me poser les questions à leur tour et je vais devoir y répondre aussi. Et puis en fait, j'ai tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Donc en faisant une vidéo comme ça, réponse aux questions de temps en temps, eh bien j'évite d'avoir tout le temps les mêmes questions qui reviennent. C'est quelque chose que je faisais sur ma chaîne précédente, Cinéma 4D débutant, CKD débutant, sur un logiciel de 3D. Je faisais régulièrement des vidéos réponses aux questions pour répondre comme ça à des questions. Donc ici j'ai mis plusieurs questions de côté et on va voir ça tout de suite. Première question, c'est plutôt une série de questions qui me reviennent souvent. Les personnes me disent je trouve pas le filtre glitch dans ma version de Shotcut, comment ça se fait? Est-ce qu'il a été retiré? Ou alors, je ne trouve pas le filtre masquage colorimétrique dans ma version de Shotcut. Est-ce qu'il faut installer quelque chose? Ou alors, je trouve pas, n'importe quel autre filtre dans ma version de Shotcut. Comment ça se fait? En fait, il n'y a rien à installer. C'est juste que, de temps en temps, les filtres changent de traduction. Alors, quand je dis de temps en temps, c'est assez rare, mais ça arrive. D'abord, parfois, ils sont juste traduits de l'anglais au français, et parfois la traduction française est pas assez pertinente, et alors le filtre est retraduit, le filtre ou la fonction. Alors, je vais ouvrir un projet de test, tac. Alors, là, on met non, tac. Là, on va virer ce truc-là, c'est parfait. Je vais mettre là, génial. En fait, ici, si je veux mettre un effet de glitch là-dessus, je clique là-dessus. J'ai montré l'effet de glitch en vidéo, dans un tuto. Je vais dans filtre, je fais le petit plus, et si je tape ici glitch, G-L-I, puis après T-C-H-E, il n'y a pas de vous voyez qu'on ne l'a pas. Alors, les gens qui suivent mon tutoriel, et puis qui cherchent glitch, ne le trouvent pas. Alors, si les personnes ont le réflexe d'aller voir dans la description de la vidéo, ils voient que je dis en fait que ça a été traduit autrement. Maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est décrochage. Alors, il y a un accent. C'est chiant. Voilà, que ça je trouve pas, même si on oublie l'accent. Il faut chercher décrochage d'image. Si je sélectionne le filtre décrochage d'image, oui, je vais montrer, il est dans vidéo, il est là, normalement, là, décrochage d'image. Si je le sélectionne, vous voyez que c'est exactement la même chose que glitch, parce que c'est le même filtre. C'est juste qu'il a été traduit en français. Voilà, glitch, c'est un terme qui n'est pas français, donc décrochage d'image, c'est la traduction en français. Et par contre, masquage colorimétrique, c'était du français. Masquage colorimétrique, c'est le filtre pour les fonds verts. Et pourtant, ça a été retraduit. Ça a été traduit en clé chromatique. Pourquoi? Parce que en fait, le terme clé chromatique, c'est celui qu'on retrouve dans la plupart des logiciels de montage vidéo. Masquage colorimétrique, c'était bien, c'était en français, c'était quand même parlant, mais si les gens suivent des tutoriels sur d'autres logiciels ou s'ils ont l'habitude d'autres logiciels, clé chromatique, qu'on trouve ici dans vidéo,
clé chromatique avancée, clé chromatique simple et clé chromatique gardée. C'est beaucoup plus parlant que masquage colorimétrique. Donc les personnes qui me disent, qui me posent en question, je ne trouve pas masquage colorimétrique pour faire des fonds verts, eh bien c'est simple, ça a juste changé de nom, ça s'appelle clé chromatique. Et si je sélectionne ça, c'est exactement le même filtre avec les mêmes paramètres. Voilà, on le sélectionne, on choisit la couleur, par exemple ici le vert. Bon là j'ai qu'une seule piste, alors ça ne marchera pas. Voilà, c'est le même filtre, c'est tout pareil. Il n'y a rien d'autre qui a changé, c'est juste le nom qui a changé. Et comme ça, il y a plusieurs filtres qui ont changé de nom avec le temps. Ensuite, question suivante. On me demande comment ajouter des bandes noires sur un projet. Alors, j'ai montré comment retirer des bandes noires dans un tutoriel, mais pour ajouter des bandes noires, je ne crois pas l'avoir fait. Je ne suis pas certain. C'est tout bête à faire. Alors, où est l'intérêt de faire ça? Ça peut être un intérêt artistique. Par exemple, si vous faites une vidéo où tout se passe de nos jours, un truc très contemporain, et puis qu'à un moment donné, vous voulez faire une petite référence, peut-être un western, par exemple, au Bon, la Brute et le Truand, par exemple, et que vos deux personnages sont, par exemple, face à face, et puis vous voulez rappeler un petit peu cet effet rétro avec les bandes noires sur les côtés, le Technicolor, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute simplement 2 bandes noires. Alors, comment on ajoute les bandes noires? On peut ajouter des couleurs. Je peux vous montrer 3 façons au moins. Quoique, je vais plutôt vous en montrer que 2 parce que la troisième est pas pratique. On peut ajouter simplement une couleur. Ici, j'ai une couleur bleue. Je vais en faire une nouvelle. On va cliquer ici. On ajoute couleur. Ici, à la place de transparent, je vais choisir une couleur noire. Donc, je clique bien là. Je fais OK. Donc là, c'est bien du noir. Je fais OK. Donc ici, j'ai du noir. C'est une couleur noire. Je vais dans liste de lecture. Je fais le petit plus. Et là, j'ai une couleur qui est ajoutée et qui est noire. Ça, c'est un transparent. Ça, c'est une couleur noire. Il y a une petite différence. Quand on fait un transparent, on a aussi du noir ici, mais c'est pas la même chose. Donc ça, je peux ensuite l'ajouter dans une piste vidéo qui est vide. Je vais le mettre au-dessus de toutes les autres. Je la fais de la taille du projet. Voilà. Je la sélectionne et je vais ajouter un filtre dessus. Et comme filtre, je vais ajouter un masque, tout bêtement. Donc je fais le petit plus. Ici, je vais aller chercher les masques. Masque forme simple. Ici, masque forme simple. Je sélectionne ça. Vous voyez que ça me cache tout, sauf cette petite partie-là, qui a des bords flous. Alors, je ne veux pas les bords flous. Donc ici, progressivité, je mets ça à 0. Comme ça, j'ai des bords bien nets. Et puis ensuite, je veux que ça fasse toute la largeur. Donc ici, largeur, j'augmente ça au maximum. Et puis ensuite, je veux que ce soit cette partie-là qui soit visible et que le noir se trouve ici et ici. Donc là, dans les paramètres, dans Opération, à la place de écraser, je choisis soustraire. Ça me fait l'inverse. Ensuite, ici, je veux quand même plus d'espace parce que je veux des bandes noires, mais je veux quand même voir ce qui se passe là. Donc ici, hauteur, j'augmente ça progressivement, voilà. Et là, voilà, je retrouve en fait un effet un petit peu western, un petit peu cinéma, c'est-à-dire j'ai les 2 bandes noires, une en haut et une en bas. Et ici, il y a des clés d'animation, donc je peux animer ça. Par exemple, on peut très bien avoir une scène où c'est comme ça. Je mets une clé d'animation, toute ma scène est comme ça. C'est personnage dans un contexte très contemporain qui se retrouve peut-être face à face dans une ruelle. Et puis, on veut rappeler un petit peu l'effet western. Donc, on va jouer avec ça. On va faire une petite animation pour faire apparaître les bandes noires comme ça, avec toujours les clés d'animation. On va peut-être booster un petit peu les contrastes pour retrouver un petit peu le côté des films des années 70. Et puis voilà. Là, on a les bandes noires. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, je vais retirer ça, consiste simplement, je vais retirer ça aussi, à retailler en fait
le projet. C'est-à-dire qu'ici, j'ai tout le projet. Je peux ajouter, j'en profite pour le dire ça, je peux ajouter des filtres sur les clips, sur les éléments. Ici, oui, c'est ça qui est sélectionné en rouge. Je peux mettre un filtre là-dessus. Je peux ajouter un filtre sur la piste. Ici, c'est ça qui est en rouge. J'ai cliqué là. Et tout ce qui est dans la piste va subir le filtre. Et je peux appliquer des effets sur le projet, sur la sortie. C'est-à-dire sur cet élément-là. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut cliquer là-dessus. Tac. Là, c'est sélectionné. Et tous les filtres que j'ajoute là-dessus, sur la sortie, sont appliqués sur toutes les pistes, sur tous les clips, sur tous les éléments du projet. Donc là, je peux tout à fait sélectionner ça, faire le petit plus ici. Ça me dit bien que ici, attention, je vais ajouter un filtre qui aura un effet sur tout le projet. On peut cocher ne plus afficher. Moi, j'aime bien le laisser décocher parce que ce petit message d'avertissement, j'aime bien l'avoir en fait pour me souvenir que j'ai ça de sélectionné. Donc là, je mets oui. Et puis là, je vais aller chercher le filtre recadré. Alors, recadré rectangle. Alors, il est par là. Là, recadré rectangle. Donc là, c'est un filtre qui va avoir un effet sur tout le projet. Et il est ajouté. Ici, la couleur de remplissage, c'est du noir. Donc, en fait, ici, en déplaçant ça comme ça, et en déplaçant ça comme ça, que j'y arrive. Voilà, comme ça. Je recrée, en fait, les bandes noires, tout bêtement. Le filtre est placé sur la sortie ici. Donc ça, je le retire maintenant. Bon, ça, c'est les deux méthodes pour ajouter des bandes noires facilement. Après, il y aurait d'autres méthodes, mais c'est plus compliqué. Là, c'est vraiment les deux les plus simples. Voilà. Ensuite, question suivante. Ah, elle est intéressante, cette question, j'aime bien. On me demande comment faire un texte avec une ombre floue. En fait, quand on ajoute du texte sur une vidéo, si la vidéo est sombre et que le texte est sombre, on va pas forcément lire facilement le texte. Si la vidéo est claire et que le texte est en clair, est en blanc par exemple, on va pas lire facilement le texte. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre un effet de flou ou une bordure ou une ombre, quelque chose. Comment on fait ça? Je vais vous donner la méthode. La méthode, elle est très simple. On peut le faire avec le texte simple. C'est-à-dire que je vais ici commencer par ajouter un élément transparent. J'en ai un qui est ici. Un élément transparent dans ma liste, dans ma piste vidéo 2. Voilà. Là, c'est un élément transparent. Je le sélectionne et je vais aller dans filtre et je fais le petit plus. Le réflexe, c'est d'ajouter texte riche. Le problème, c'est que texte riche, ça va nous poser des problèmes parce que le texte riche n'est pas géré de la même façon que les autres filtres. Il a sa propre boîte de dialogue manipulable là-dedans. Donc, ça va être problématique pour l'effet qu'on veut faire. Le mieux, c'est de mettre un texte simple. Donc, on va dans vidéo et on va tout en bas dans les T chercher texte simple. Là, on a texte riche et là, on a texte simple. J'ajoute texte simple. Voilà ce qu'on obtient. J'ai déjà montré le texte simple en vidéo tuto. Avec tous ces réglages-là, il y a plus de réglages que le texte riche. Ici, je vais mettre mon texte. Alors, on va mettre ça, du texte. Voilà. Ici, il y a une petite bordure noire qui peut être bien pratique, mais je n'en veux pas parce qu'on va faire un effet plus sympa. Donc là, je mets l'épaisseur à 0. Ici, le texte, il est ajusté en fonction de cette boîte de dialogue. Je veux qu'il soit au centre, donc je vais mettre ici ajustement horizontal, le centre, ajustement vertical, le milieu. Donc il se met au milieu. Il est très gros le texte, parce qu'en fait, ici, ça c'est décoché, et donc ça utilise la boîte de redimensionnement qui est ici, du filtre, pour choisir la taille du texte. C'est-à-dire que plus il y a de place, plus il prend toute la place qu'il faut. Donc moi, ce que je veux, c'est plutôt gérer ça avec la boîte
de la taille de la police. Donc je vais cocher ça. Tac. Ici c'est du Verdana 810, on va cliquer là-dessus. On va changer ça, on va garder du Verdana, mais je vais le mettre en gras. Et à la place de 810, on va mettre du 120. Voilà, ça fait un truc comme ça. Et je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai du texte en blanc. C'est bien. Sauf que ici, dans ma vidéo, ici, c'est assez clair. Ici, c'est sombre. Donc quand le texte sera de ce côté-là, on va bien le lire. Quand il sera de ce côté-là, ça va être un peu... Vous voyez que si je le prends et que je le déplace là, ouais, vous voyez que en fait, le blanc et le blanc, ça se voit pas très bien. S'il est de ce côté-là, par contre, c'est facile. Là, c'est bien lisible. Alors, je vais le remettre bien comme il faut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement créer une petite ombre. Une ombre portée qui sera floue, qui sera mise derrière le texte. Donc là, j'ai mon texte simple. Je l'ai tout bien réglé comme je veux. J'ai mis le texte que je veux mettre dedans. J'ai mis la bonne couleur, la bonne taille de police. J'ai réglé tous les paramètres que je veux. Je vais dupliquer ce filtre. C'est-à-dire que je fais ici copier les filtres, et je fais coller. Comme ça, j'ai une deuxième fois le même texte. Donc j'ai le texte simple et le texte simple une deuxième fois. Celui qui est au-dessus, ici, c'est celui qui sera au fond. Lui, je vais le mettre en noir. Donc, je le sélectionne. Et ici, police, la couleur de la police, je vais mettre du noir. Tac. Et je fais OK. Là, on voit absolument rien qui a changé. Mais si je décoche le deuxième filtre, on voit que c'est effectivement le même texte en noir. Je remets ça. Ce que je veux maintenant, c'est que le texte qui a derrière le texte blanc, le texte qui est en noir, qui a le même texte décrit, je veux qu'il soit flou et qu'il déborde autour du texte blanc. Donc je vais simplement ajouter là un filtre. Il y a deux façons de faire. Soit j'utilise le filtre flou dimension, soit j'utilise le filtre canal alpha ajusté. Alors le filtre canal alpha ajusté peut me servir à faire ce que je veux faire, mais c'est un détournement en fait de sa fonction. Le flou dimension, c'est à ça qui sert. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Si j'ajoute un flou dimension, je fais le petit plus ici. Ici, je vais chercher le flou dimension. Là, flou dimension, je l'ajoute. Et ici, je vais modifier la largeur et la hauteur. On va booster ça un petit peu. On va mettre ça peut-être à 5. 5. Et là, en fait, le flou dimension, je vais le placer entre les deux textes. Donc, avec cette petite, je l'ai sélectionné avec la petite flèche ici. Tac, je le fais remonter d'un cran. Là, en fait, 5, c'est pas assez. On va booster ça. On va mettre ça à, on va dire 13. Voilà, même plus. On peut même plus. On va aller à 30. Tac. Là, en fait, vous voyez que le texte blanc ressort plus parce qu'en fait, derrière, si je retire le texte blanc, derrière, il y a le texte en noir qui est tout flouté. Alors, on peut peut-être baisser un peu le flou. Voilà, je vais mettre à... On va essayer à 11. Tac. Je remets le texte blanc, voilà. Il y a un petit effet de flou derrière, tout bêtement. Et si je veux déplacer mon texte, maintenant, je vais ajouter en plus un autre filtre, qui est un filtre taille, position et rotation, qui lui est mis tout en bas. Et c'est lui que je sélectionne si je veux déplacer le texte. Si je mets le texte là, vous voyez qu'en fait, ici, le blanc et le blanc, on arrive quand même à lire parce qu'il y a le petit effet de flou derrière. Et le flou dimension, ici, je peux toujours venir leur booster un petit peu, comme ça, si je veux. Voilà, là, c'est carrément mieux. Je reprends le taille, position et rotation. Vous voyez que, en fait, ici, le texte se détache mieux parce qu'il y a cet effet de flou. Donc ça, j'utilise le flou dimension. Mais à la place du flou dimension, je peux utiliser un autre filtre. Alors, le flou dimension permet de faire un truc intéressant, c'est-à-dire qu'ici, la largeur et la hauteur sont séparées. Donc, je peux tout à fait faire ça, si je veux. Ça, ça. Et là, en fait, je vais vous montrer, tac, le flou étire le texte horizontalement. Donc, c'est un petit effet différent. Et si je veux, je peux l'étirer verticalement, comme ça, hop. Voilà, donc là, j'ai un petit effet un petit peu différent. Mais à la place d'utiliser le flou dimension, je vais le retirer, le flou dimension, je peux utiliser simplement le filtre canal alpha ajusté. Donc, je fais le petit plus. Dans vidéo, je vais chercher
canal alpha ajusté, celui-là. Je vais le mettre entre les deux textes, donc avec la petite flèche ici, il est sélectionné, je le mets entre les deux textes. Je le sélectionne, et là, dans le mode, je vais choisir flou. Voilà, et j'augmente la quantité ici. Et ça fait la même chose. Sauf que là, on peut le faire, on ne peut pas le faire soit que verticalement, soit que horizontalement. On est obligé de le faire dans tous les sens. Donc si je désactive le texte blanc, on voit que c'est effectivement du flou. Le canal alpha ajusté ici me permet d'obtenir du flou. Et ça marche avec du texte, mais ça marche aussi avec des formes géométriques, si vous utilisez autre chose que du texte. Donc voilà, et je resélectionne le taille, position et rotation, et là je peux déplacer mon texte. Vous voyez que ici, il est bien visible, même si c'est du blanc sur du blanc, il y a le flou qui est derrière. Et là, ça passe très bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une façon de faire une ombre floue sur du texte. Donc il y a juste à mettre le texte, dupliquer le texte. Le premier texte, on le met en noir. On ajoute un canal alpha ajusté ou un flou dimension et un taille, rotation et position pour déplacer l'ensemble. Donc ça, je peux le virer pour le moment. Tac. On va passer à la question suivante. La question suivante, on me demande comment faire trembler une vidéo. Alors, il y a une méthode qui existe, mais c'est long. Enfin, c'est long, ça dépend. Si on veut faire trembler seulement un petit élément pendant, par exemple un texte, pendant 1 seconde, il n'y a aucun problème parce que le truc est conçu pour ça. Par exemple, si je mets une petite cloche, on va mettre cette petite cloche là, je la mets là, tac. On va peut-être l'ajuster, c'est plus petite. Là. Je vais la mettre là, voilà. Et je veux que ça tremble, ça. Voilà. Je fais ça, et tac, quand ça s'affiche, j'aimerais bien qu'elle tremble. Donc, je la sélectionne, cette cloche, ce clip. L'élément que je veux faire trembler, en fait, ça peut être toute une piste, ça peut être l'élément sorti ici, ça peut être tout le projet. Là, c'est seulement la cloche. Donc, je sélectionne la cloche. Je fais le petit plus. Je vais dans les favoris, dans taille, position et rotation. Voilà. Donc, j'ajoute un taille, position et rotation. En plus du premier que j'avais mis pour ajuster, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et là, en fait, dans présélection, j'ai, ici, tout en bas, secousse, 1 seconde à l'échelle, secousse, 1 seconde sans échelle. Si vous le faites sur tout le projet, il faut faire 1 seconde à l'échelle. Ça va zoomer légèrement votre projet et faire un effet de secousse. Et sans échelle, ça ne va pas zoomer. Donc, en fait, quand ça va faire une secousse, en fait, si vous le faites sur tout le projet, vous allez avoir des bordures noires, en fait, qui se verront. Donc là, en fait, comme c'est seulement sur un élément... sur fond transparent, je mets sans échelle, voilà. Et quand je fais lecture, en fait, ici, pendant 1 seconde, la petite cloche, tac, elle a une petite secousse. Elle tremble. Comment c'est fait, ça? Ce truc-là, c'est tout bête. Ce sont juste des clés d'animation sur le filtre taille, position et rotation. C'est-à-dire que si je sélectionne l'élément là, et que je vais dans Image clé, le taille, position et rotation, on peut voir qu'ici, il y a des clés d'animation. On va mettre ça en plus grand, voilà. Et chaque clé d'animation anime la position de la cloche, la position de l'élément. Voilà. À chaque fois, il y a une position différente. Donc, c'est tout bête, mais c'est plein de clés d'animation qu'il faut ajouter. Alors, comment on peut faire trembler un élément? Bah, je vais retirer ça. Donc là, la cloche ne tremble plus. Eh bien, pour la faire trembler, ici, j'ai juste à animer position et les positions ici. Soit j'utilise la présélection, mais dans ce cas-là, je peux l'animer que pendant 1 seconde. C'est chiant, 1 seconde, c'est pas beaucoup. Si vous voulez faire trembler tout pendant longtemps, bah, le faire à la main, c'est peut-être aussi simple. C'est-à-dire qu'ici, je me mets là, je clique sur le petit chronomètre ici. Ça met une clé d'animation, je mets un petit peu avant. Je vais déplacer. Alors, déplacer.
je me mets avant, je vais redéplacer, je me remets avant, je vais redéplacer, là puis il faut aussi le faire après, tac, je déplace à chaque fois, je déplace totalement aléatoirement, des fois vers le haut, des fois vers le bas, voilà, j'ai pas besoin de les mettre côte à côte à chaque fois, ça peut être un peu plus séparé que un peu plus étalé ou pas, on choisit, en fait il y a juste à mettre des clés d'animation, comme ça, et quand on fait lecture, tac, ça vibre, tout bêtement. Donc il y a un preset qui le fait automatiquement, mais pendant 1 seconde seulement, et si vous voulez le faire pendant plus longtemps, bah faut le faire manuellement comme ça, c'est-à-dire que vous mettez à plusieurs endroits, et puis dans les images clés, après avoir activé les images clés, l'animation, et vous déplacez comme ça le truc. Là je le fais juste sur la cloche, mais comme j'ai dit, ça peut être sur toute une vidéo, sur tout un projet, il n'y a aucun problème, hein, c'est le même principe, c'est juste déplacer le truc comme ça à chaque fois. Je pourrais aussi jouer avec la rotation ici, tac, si je voulais le faire tourner légèrement comme ça, après on va le faire tourner dans l'autre sens, puis on va le déplacer en même temps, pourquoi pas, puis on va le refaire retourner dans l'autre sens, hop, puis on va le déplacer, et puis en fait voilà, là, tac, là. Comme ça. Alors la rotation, bah oui, non. La rotation, je ne l'ai pas animée. La rotation, c'est pas là. C'est là. Il aurait fallu que j'ajoute en plus ça pour animer la rotation. Bon, c'est pas bien gênant. Donc ça, en fait, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour faire trembler, en fait, un élément ou alors toute la scène. Et donc, si je veux faire trembler toute la scène pendant qu'1 seconde seulement... Le truc, il n'y a pas à s'embêter, on fait juste taille, position, rotation. Ici, on choisit la secousse 1 seconde à l'échelle. Ça fait un petit zoom, et puis pendant 1 seconde, ça tremble, puis ça s'arrête. Puis voilà. Après, je peux tout à fait faire une coupe après 1 seconde, puis remettre en fait le filtre avec 1 seconde, refaire une coupe après, remettre le filtre... on peut faire ça comme ça aussi, mais ça oblige à faire plein de coupes d'1 seconde dans toute la vidéo, c'est un petit peu chiant. On revient en arrière, c'est parfait. On va passer à la question suivante. Ah, on me demande comment on peut ajouter une image animée GIF. Moi je dis GIF, hein, c'est comme ça que ça est censé se dire normalement. Sur un projet à un moment assez précis. Alors pour placer un élément à un moment assez précis, j'ai fait un tutoriel tout récemment là sur les marqueurs. On peut placer un marqueur. Par exemple, je mets un marqueur ici en appuyant sur la touche M ou en cliquant sur cette icône. Voilà, j'ai mis un marqueur. Le marqueur, je peux le sélectionner. Je peux aller dans ses propriétés. Ça m'indique où est-ce qu'il est. Je peux le mettre très précisément. Et puis, si je veux ajouter en fait une image GIF, il me faut une image GIF. Alors, les images GIF, ce sont des images qui peuvent être animées et qui peuvent avoir un fond transparent. C'est pas un format qui est très bien. Donc c'est un format qui est limité en couleurs. Je crois que c'est que 256 couleurs, ou peut-être 512, je sais plus. Mais c'est limité en couleurs. Donc pour une photo par exemple, c'est pas terrible. On perd pas mal de qualité. Il y a de la transparence qui est possible, mais seulement un niveau de transparence. C'est-à-dire que c'est soit c'est opaque, soit c'est transparent. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc on ne peut pas faire un fond transparent avec une jolie bordure. Il y a forcément du crénelage, il y a forcément de l'anti-aliasing, c'est moche. Ensuite, c'est animé. Ça peut être animé, pas obligatoirement, mais ça peut être animé. Et c'est ce qui fait que ça a bien marché quand le web, l'internet s'est développé. C'est parce que c'était le seul format d'image animée qu'on avait de disponible, qui n'était pas trop lourd. J'en ai pris une de côté. Voilà une image GIF. Ça, c'est une image GIF. Conata-cornet-chocolat.gif. Vous voyez, que j'ai ici. Tac. Une image GIF toute bête, prise sur Internet. Donc, il y a 43 images, on voit. 43 images. C'est en train de se jouer. Ça, c'est pas un fichier très gros. Voilà. Et ça tourne en boucle ici. Donc, imaginons que cette image-là, j'aimerais la placer pile là où il y a le marqueur.
Donc, comment je fais? Eh bien, cette image, je peux la charger dans Shotcut comme une image, comme une vidéo. Je peux juste la faire glisser là et puis elle va se jouer ici. Donc là, après, je peux faire le petit plus qui est là. Ça va me l'ajouter là. Et puis, quand je l'ai là, je peux la mettre là-dedans. Ouais. Je peux aussi directement l'ajouter là-dedans. C'est-à-dire que je peux la prendre et puis la faire glisser là. Comme une vidéo. Donc là, je l'ai directement ici. Je peux directement la mettre... Il faut que je la sélectionne. Là, la mettre ici. Tac. Voilà. Et puis après, je peux aller l'aimanter. Tac, sur le marqueur. Et là, en fait, j'ai ma vidéo, enfin mon image GIF qui se joue. Elle se joue qu'une seule fois. Si je veux la redimensionner, je peux la sélectionner. Je peux aller dans Filtre, le petit plus, et puis ajouter un taille, position et rotation. Voilà. Et puis ensuite, là, je peux redimensionner l'image. Elle garde son ratio hauteur-largeur parce que ici, c'est le mode remplir qui est sélectionné. Donc si je veux l'étirer, vous voyez que je ne peux pas, ça elle garde toujours son ratio. Si je mets tordre, par contre, là, je peux l'étirer ou la réduire. Là, je peux la déformer. Et si je mets remplir, je reprends en fait le bon ratio. Je peux jouer aussi avec, forcément, tac, comme ça, avec la rotation. Je peux la mettre là. Voilà, je peux faire ça et ça fonctionne. Aucun problème. C'est comme une vidéo, c'est comme une image, ça fonctionne bien. À noter que là, je peux virer ça. On peut peut-être même la virer de là, enlever. Et je peux tout à fait la prendre ici, puis la mettre directement, tac, dans ma ligne de temps. Voilà. Et en fait, elle ne s'ajoute pas ici, mais je l'ai là. Alors, c'est moins pratique parce qu'on ne l'a pas ici. Le mieux reste quand même de l'ajouter dans la liste de lecture, dans le chutier, en fait. Et ensuite l'ajouter ici. Comme ça, on l'a bien ici, on sait ce qu'on a utilisé dans le projet. Donc voilà. Et comme j'ai dit, on peut mettre des filtres dessus. Alors celui-là, c'est le filtre taille, position et rotation. C'est celui qu'on utilise le plus, puisqu'il permet de redimensionner. Mais on peut tout à fait utiliser d'autres filtres, hein, tous les filtres que l'on veut. On peut ajouter des effets là-dessus. Attention, alors attention à un truc. Le format GIF est un format qui existe depuis longtemps. Donc, il y a pas mal de logiciels qui permettent de créer des images GIF. Et le format a évolué un petit peu avec le temps. Il y a eu des petites choses qui ont été modifiées. Ce qui fait qu'il y a certaines images GIF qui sont encodées, qui sont enregistrées, avec des réglages particuliers qui vont tourner en boucle. Ça dit au format... C'est une vidéo qui doit tourner en boucle. Enfin, c'est une image GIF, une animation qui doit tourner en boucle. Et d'autres formats qui vont dire c'est une vidéo qui ne doit tourner qu'une seule fois. Et sur les anciennes versions de Shotcut, quand on ouvrait une image qui était censée tourner en boucle, Shotcut chargeait l'image et puis il la chargeait en boucle. Parce qu'elle tournait en boucle, donc elle était infinie. Donc la durée de vidéo, la durée d'animation était infinie, donc il ne finissait pas de la charger. Et ça faisait planter le logiciel. Je crois que c'est corrigé parce que j'ai jamais retrouvé ce bug depuis. Mais après, j'ai pas non plus énormément d'images GIF et j'en utilise assez peu dans Shotcut. Donc je sais pas si tous les fichiers GIF sont 100% compatibles avec Shotcut. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des images GIF qui auront des réglages d'enregistrement un petit peu exotiques qui fait que ça pourrait planter. Donc, ce que je vous conseille, c'est avant de charger là-dedans une image GIF, c'est de sauvegarder votre projet. Vous enregistrez votre projet et comme ça, après, vous chargez votre image. Si ça plante, vous avez sauvegardé, c'est pas un problème. Vous pouvez recharger votre projet. Si ça plante pas, bah, tant mieux, ça marche bien. Voilà. Alors, ensuite, on va retirer ça. Question suivante. Je vais retirer ça aussi. Parfait. Question suivante, on me demande comment on fait pour baisser le son, l'audio en fait, sur un projet, de manière simple, de manière facile en fait. Par exemple, on a une vidéo qui va avoir plein de sons. Et puis à un moment donné,
Il y a peut-être des gens qui parlent et tout. Et puis, à un moment donné, il y a une voiture ou un scooter ou une moto qui passe juste à côté. Puis le son est très fort et ça gâche tout, en fait. Et puis à d'autres moments, les gens reparlent, etc. Donc on veut juste baisser ce moment-là. Comment on peut faire ça? Il y a un filtre. Alors on peut sélectionner l'élément, on va dans filtre, on fait le petit plus. Et ici on a un filtre gain volume qui permet de baisser le son. Donc là on a 0 décibels par défaut. On peut baisser, donc ça réduit le son, ou l'augmenter pour avoir le son plus fort. Et remettre le truc à 0 si on veut, etc. Donc ça c'est une méthode, mais bon, il faut isoler le moment, c'est-à-dire qu'il faut choisir là le moment où le son devient fort, et puis on fait une coupe avec la touche S, puis après on se met plus loin, on fait une coupe encore avec la touche S, parce que c'est le moment où on remet le son normal, on sélectionne la partie du milieu, et on met ce filtre-là. C'est une méthode. Il y a une autre méthode, quand on a une longue vidéo avec plein d'audio, plein de sons en fait tout au long de la vidéo. Et puis on veut faire en fait des modifications sur le son. Donc on sélectionne toute notre rush, toute notre vidéo. On va dans filtre, on ajoute ce filtre gain volume. Et au lieu de jouer ici avec le paramètre, on va ajouter une clé d'animation sur ce paramètre. Donc je clique là-dessus. Et je passe ici dans le mode image clé. Donc voilà. Donc là, je suis dans le truc animation. Et ici, on a le niveau, en fait, de ce paramètre. Donc je peux écouter ma vidéo, puis je me dire, ah bah, à ce moment-là, j'aimerais que ça baisse. Donc au lieu de faire une coupe ici, bah, je mets une clé d'animation. Je veux que ça baisse jusque-là, je mets une clé d'animation. Et puis là, je remets une clé d'animation, et là, je baisse le son. Tac. Ici, le son est en bas, tac, et après le son va remonter et revenir normal. Je vais plus loin, là il y a la moto qui va passer, donc tac, elle est partie, la moto elle est passée là, donc je me mets ici, je veux baisser le son à partir de là, donc là vous voyez ça baisse le niveau, jusque là, là je peux carrément le faire comme ça, tac. Voilà, je peux même directement cliquer sur la clé et la déplacer où je veux. Je peux le faire comme ça à l'œil. Et puis en fait, ici, vous voyez, ici j'ai le son qui est normal. Là, ça a baissé. Ça a remonté. Le son est normal. Ça a rebaissé. Ça a remonté. Là, j'aimerais que ce soit plus fort parce qu'on entend moins bien, par exemple. Donc ici, je mets une clé d'animation. Ici, je vais en mettre une ici. Et puis là, tac, je veux qu'il y ait ici, que le son soit plus fort. Comme ça, jusque là, on peut faire un double-clic pour ajouter une clé d'animation plus rapidement. Donc je peux faire juste double-clic, je baisse. Alors, double-clic, je baisse. Double-clic, je remonte. Si je refais double-clic sur une clé, je l'efface, je la retire. Donc là, je peux gérer le son comme ça, de manière peut-être plus simple que de faire des coupes dans ma vidéo, puis rajouter... Puis après, je repasse en ligne de temps. Et puis, en fait, ici, vous voyez que le niveau se gère tout seul au moment où il passe. Alors là, je l'ai fait assez à la barbare, parce que normalement, il ne faut pas baisser autant. Hein. C'est vraiment, il faut écouter le truc. Mais ça, c'est une méthode assez simple de faire le truc. Voilà, voilà. On retire ça. Ensuite, question suivante. Ah oui, alors ça, c'est surtout une question théorique. Enfin, théorique, non. Là, j'ai rien à montrer, c'est une explication. Assez souvent, enfin pas assez souvent, mais c'est arrivé à plusieurs reprises, qu'on me demande pourquoi l'exportation bloque. C'est-à-dire que la personne a fait... tout son projet, il a fait exporter, il était dans exporter, il a choisi son format, par exemple le format YouTube, et il fait exporter le fichier. Ça se lance, l'export fonctionne, et puis par exemple, arrivé peut-être à 70%, ça avance plus. Bon, bah, on se dit, ouais, bah, c'est un petit peu long là, bon, c'est pas grave, on va attendre. Puis on attend, puis 1 heure après, c'est toujours à 70%. Puis peut-être 2 heures après, c'est toujours à 70%. Alors là, on se dit, ah, ça a bloqué là, il y a eu un bug, ça a planté, il y a quelque chose qui ne va pas.
Pourquoi pourquoi ça peut faire ça? Il y a, alors ça arrive pas tout le temps, hein, c'est même assez rare, mais il y a des petites choses qu'il faut savoir, c'est que quand on exporte un fichier, forcément, on va prendre beaucoup de place sur le disque. Et donc, si j'exporte par exemple un petit projet de rien du tout, en format comme mes vidéos, en format YouTube, il n'y a pas de problème, ça va me prendre quoi, 400, 500 mégas. Mais par contre, si j'exporte par exemple en format lossless, donc sans perte, comme ça, H264, que mon projet c'est du 4K, qui fait peut-être 1h30 ou 30 minutes, on va dire déjà, et puis que j'exporte ça, ça va me faire un fichier qui est très gros. C'est-à-dire qu'à la sortie, je vais peut-être avoir un fichier de 10 gigas, peut-être 20 gigas, peut-être 80 gigas, peut-être 140 gigas, je ne sais pas, ça dépend du temps du projet, ça dépend de la taille du projet, etc., des masques que j'ai mis dessus, etc. Et donc, à un moment donné, il se peut que le disque dur soit plein. Peut-être qu'il n'y a plus de place sur le disque dur. Et quand vous exportez qu'il n'y a plus de place sur le disque dur, qu'est-ce que Shotcut fait? Il se met en pause, en fait. Il attend qu'il y ait de la place sur le disque dur. Il espère... ça, c'est assez embêtant. Il n'y a pas de message qui dit « Il n'y a plus de place sur le disque dur, qu'est-ce que je fais ?» À la place, il va juste attendre de trouver de la place. Et comme on ne fait pas de place parce qu'on n'est même pas au courant qu'il n'y a plus de place, ça avance plus. Donc, quand c'est bloqué comme ça, à 70%, 50%, 80%, des fois même c'est juste à 90%, c'est simplement que vous n'avez plus de place sur le disque dur. Souvent, c'est ça. C'est pas toujours ça, mais c'est souvent ça. Ensuite, quand vous exportez et que c'est indiqué échec au moment de l'export, là, c'est autre chose. Là, c'est peut-être un élément qui va bugger dans votre projet. Peut-être qu'à un moment donné dans le projet, vous avez utilisé ici une vidéo qui pose problème. Comme j'ai dit, c'est peut-être une image GIF justement qui va être problématique, qui va être enregistrée dans un format bizarre et puis que ça plante au moment où il essaye de l'exporter. Peut-être qu'un des fichiers est manquant. Peut-être qu'il a été déplacé, qu'il a été renommé. Peut-être que le texte du nom du fichier a un caractère qui passe pas. Par exemple, un accent assez bizarre, une lettre qui n'est pas une lettre qui était bien gérée par FFmpeg ou par Shotcut, et puis dans ce cas-là, ça marche mal. Donc tout ça, ça peut être des échecs. Donc quand vous faites un projet, arrangez-vous pour déjà éviter les accents dans les noms de fichiers, mettre des noms de fichiers assez simples. Évitez les espaces, mettez des tirés, des underscores, ce que les gens appellent tirés du bas, mais ça s'appelle les underscores. Dans les noms de fichiers, par exemple, vous voyez ici mon fichier GIF, les espaces sont remplacés par des underscores, ce qui permet en fait d'éviter les espaces. Bon, Shotcut gère très bien les espaces, mais FFmpeg, des fois il a du mal. Donc j'ai pris cette habitude de mettre ce caractère-là de tirer à la place des espaces. J'évite les accents, j'évite les caractères particuliers quand c'est du japonais, quand c'est du russe, etc. Il y a des caractères qui sont pas toujours bien gérés par les logiciels, donc il faut faire attention. Ensuite, les fichiers manquants. Quand vous déplacez des fichiers, quand vous nettoyez votre ordinateur, vous virez des trucs. Si vous virez un des fichiers que vous avez utilisé, c'est embêtant. Parce que là, Shotcut va mettre en fait à la place un écran noir avec marqué introuvable, généralement. Mais bon, ça peut arriver qu'il ne le fasse pas et puis qu'il simplement il bug. Ensuite, il y a aussi la puissance du PC. Plus votre projet est lourd, et gros et long, et plus vous l'exportez dans un format imposant, qui va faire un fichier imposant, forcément, plus il y a besoin de puissance du PC parce qu'il y aura beaucoup de calculs à faire. Alors là, à part avoir un ordinateur plus puissant, il y a peu de choses qu'on peut faire. On peut utiliser les proxys. J'ai fait un tutoriel sur les proxys, c'est cette fonction-là. Voilà. Vous pouvez aller voir le tutoriel dessus. On peut baisser
Ici, alors c'est pas là, c'est là, aperçu réduit. Ici, on peut mettre un aperçu réduit, ça va diminuer la qualité de cette zone-là. Mais vous ne gagnerez pas autant qu'avec le proxy, mais ça peut être intéressant. Ici, il faut cocher temps réel, c'est mieux, parce que quand c'est pas du temps réel, en fait, il y a des calculs en plus. Quand vous cochez temps réel, vous avez des calculs en moins parce que ça affiche les images telles qu'elles sont, même s'il y a des pertes d'images. Ensuite, perte d'image à l'affichage ici, mais pas au rendu final. Ensuite, vous pouvez, avant d'exporter, vous sauvegardez déjà. On sauvegarde 2 fois, c'est-à-dire une première fois fichier enregistré pour enregistrer votre projet avec son nom tel que vous l'avez fait. Et après, vous enregistrez une deuxième fois en faisant enregistrer sous et vous mettez un nom différent. Vous rajoutez par exemple 001, 002, 003, etc. Pourquoi? Parce que si le fichier enregistré a un bug, s'il ne marche pas, vous pouvez toujours récupérer le deuxième. Voilà. Donc vous enregistrez et vous faites fichier quitter et vous fermez Shotcut. Et vous réouvrez Shotcut. Vous attendez bien qu'il soit bien fermé. Vous réouvrez Shotcut, vous ouvrez votre projet, vous ne faites rien du tout, vous faites juste exporter. Vous faites juste l'export. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça permet de vider la mémoire de l'ordinateur de tout ce qu'il a fait dans Shotcut. Et la fonction undo qui est ici est vide. Donc, il y a la mémoire de libérer, c'est obligé. Ça permet de soulager un peu le PC, c'est-à-dire que vous reprenez Shotcut avec rien qui a été fait, vous faites juste l'export. Donc il y a moins de calculs à faire en fait, il n'y a pas à se souvenir de ce qui a été fait avant, puisqu'on a enregistré, on a fermé, etc. Ensuite, évitez de lancer d'autres logiciels en même temps pendant l'export. C'est-à-dire que évitez d'aller jouer à Minecraft pendant que Shotcut exporte, parce que des jeux, par exemple, ou d'autres logiciels vont demander de la puissance de l'ordinateur, et Shotcut va aussi demander de la puissance de l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui est un peu juste, il risque de manquer de puissance à un moment donné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui. Dans votre projet, plus vous mettez de pistes vidéo et audio, plus vous avez de pistes ici, et de clips qui se superposent, plus la puissance du PC sera importante, demandera de la puissance. Si vous avez que 2 pistes, c'est pas un problème, ça va bien se passer parce qu'il y a peu de choses à faire. Mais si vous avez par exemple ici une quinzaine de pistes, il faudra un ordinateur plus puissant pour gérer tout ça. Donc quand vous avez des choses à ajouter dans votre projet, regardez si, au lieu de créer une nouvelle piste vidéo, regardez si vous n'avez pas de la place dans les pistes qui sont déjà présentes pour éviter de créer plein de pistes vidéo nouvelles. Si vous pouvez regrouper, optimiser un petit peu votre montage, c'est mieux. Voilà. Il y a des filtres aussi qui demandent plus de puissance que d'autres. Ça peut aussi jouer sur le besoin de puissance du PC, et tout ça, ça peut faire planter un export. Donc la puissance du PC, c'est important pour l'export quand vous travaillez sur des gros projets. Qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour aider pour l'export? L'export en lossless, donc sans perte, vous gardez toute la qualité, mais c'est pas fait pour YouTube, c'est pas fait pour le net, etc. C'est vraiment pour exporter quand vous savez que vous allez encore modifier des choses dans la vidéo. Ça sert à rien de faire ça. Vaut mieux exporter dans un format compressé, par exemple le format YouTube, avec son réglage par défaut ici qui est à 55%, qui est déjà une très bonne qualité. Généralement, ça marche très bien. Sinon, vous allez là-dedans, dans les H264, par exemple, celui-là, il est très bien aussi. C'est pareil, c'est le même quasiment. Il n'y a pas grand-chose qui change, il y a juste ça. Ensuite, j'ai rien d'autre à dire pour l'export. Je réfléchis si j'oublie rien. Je pense pas. Ensuite, à vous. Qualité d'image, je regarde mes notes.
J'avais d'autres questions, mais ça sera des tutoriels, donc je vais pas en parler maintenant. Et je pense que j'ai tout dit. Donc ça termine là, en fait, cette vidéo réponse aux questions qui est déjà bien assez longue. Je vous dis donc à la prochaine pour un tutoriel sur Shotcut.